Bienvenue à Jean-Louis Lequelec, qui nous fait l'honneur et l'amitié donc, d'être parmi nous ce soir. Alors, vaste sujet que celui des mythes. La thématique, d'ailleurs, de cette conférence, c'est du fond des âges à notre quotidien. Tout ça pour bien montrer, effectivement, bien que les mythes, en fait, structurent nos sociétés depuis le fond des âges. Donc la première question, qui est une question, on va dire, un peu d'ouverture, porte sur le côté un peu mystérieux des mythes, dans le sens où certains mythes un peu similaires se retrouvent dans certaines civilisations et dans beaucoup de civilisations, dans différentes régions du monde, et présenteraient, prends mes précautions, Jean-Louis, présenterait donc un côté universaliste. On peut penser au déluge, par exemple, qu'on va retrouver effectivement dans différentes civilisations. Donc, est-ce que les mythes sont un outil symbolique pour relier les hommes entre eux? Et puis, plus précisément, concrètement, de quoi parle-t-on quand on évoque les mythes? Vous avez 5 minutes. Alors, il y a plusieurs questions en réalité. De quoi parle-t-on quand on parle des mythes? Peut-être c'est par là qu'il serait mieux de commencer. Mythe, c'est la francisation d'un mot grec, mythos, qui à l'origine désigne un récit. Un récit quel qu'il soit, n'importe quel type de récit, une histoire, quelque chose qu'on raconte en tout cas, sans du tout préjuger de la véracité ou de l'historicité de ce récit. Et ce n'est que, et au contraire même, on y reviendra sans doute, le mythe dit le vrai. Ce qui est dit dans le mythe est vrai pour les gens qui disent le mythe et pour la société au sein de laquelle le mythe s'énonce. Et on sait tous qu'en réalité, aujourd'hui, le mot mythe a un sens quasiment inverse, puisque quand on dit « non mais attends, là ce que tu me racontes c'est un mythe », enfin bon, ce qu'on entend là, c'est que ce que tu racontes c'est une histoire fausse. Et donc on est passé, en quelques millénaires quand même, d'une notion d'un mot qui désigne une histoire vraie, et même vraie parmi les vrais, essentiels, à le même mot, francisé, et puis qu'on retrouve dans toutes les langues d'Europe, mais pas ailleurs, qui désigne quelque chose qui est fondamentalement faux, qu'il faudrait même démystifier. Et quand on dit de quelqu'un que lui, non mais c'est un vrai mythos, on a tout dit, ça veut dire que c'est même pas la peine de prêter attention à ce qu'il raconte, c'est tout sauf vrai. Et ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'il y a eu un renversement complet de ce terme. Aujourd'hui, dans le langage commun, un mythe, c'est donc quelque chose auquel il ne faut surtout pas croire, ou quelque chose au moins de pas crédible, peut-être même quelque chose, un récit contre lequel il faudrait lutter. Mais pour les mythologues, parce qu'il y a des gens qui s'appellent mythologues, qui sont des gens qui étudient la mythologie. Et mythologie lui-même, c'est un mot bizarre, parce que c'est un mot en logie, donc vous en connaissez plein, des mots en logie comme psychologie, géologie, et puis je vous laisse poursuivre. Anthologie. Voilà, il y en a plein. Le logis qu'il y a à la fin, c'est aussi du grec, et ça désigne aussi, c'est un mot qui désigne aussi le discours. Mais c'est un discours particulier cette fois, le logos, c'est maintenant, en tout cas, dans tous ces termes, ça désigne le discours argumenté, le discours savant, le discours raisonnable, qui va porter sur la première partie du mot. Donc si c'est psychologie, on va avoir un discours argumenté, raisonnable, j'essaye de ne pas trop dire n'importe quoi et de prouver ce que je raconte, sur la première partie du mot qui est psyché, l'esprit. La psychologie, c'est un discours rationnel argumenté sur l'esprit. La géologie, c'est un discours rationnel argumenté, scientifique, dirons-nous, sur la première partie du mot, gay, en grec, la terre. Géologie, c'est un discours sur la terre. Donc, mythologie, on a un petit problème déjà dès le départ, puisque c'est un discours sur un discours. Notamment,
Et donc là, on s'en tire en disant oui, mais c'est un discours donc logique, argumenté, savant, rationnel, sur un autre discours dont on sous-entend ipso facto que c'est un discours qui n'est pas rationnel, qui n'est pas argumenté, qui n'est pas logique. Et c'est ce que nous appelons la mythologie. La mythologie comme objet, comme corpus, comme ensemble de récits. Parce que la mythologie, c'est aussi la science qui étudie la mythologie. Et les mythologues, c'est les gens qui pratiquent la science, la discipline, qui étudient les mythes, c'est-à-dire qui font de la mythologie en étudiant la mythologie. On a un petit problème de vocabulaire en français, puisque le même mot, là, on voit bien que c'est un peu filandreux, les affaires, c'est déjà dès le départ difficile de s'y retrouver. Alors pour se mettre d'accord pour la suite, quand même, on convient, quand on est mythologue ou quand on est anthropologue, d'appeler mythe non pas n'importe quel type de récit, bien sûr, vous le savez, mais un type de récit particulier qui présente, pas toujours, mais très généralement, une structure assez simple, qui est une structure avec un renversement. Un récit avec un renversement. C'est très simple, c'est que vous avez une situation initiale, donc je vous raconte comment c'est au départ. Il se passe un truc, quelque chose que je raconte, qui fait qu'après, c'est complètement différent. Il y a eu un renversement. Typiquement, un mythe de ce type va être, à l'origine du monde, les humains étaient immortels. La mort n'existait pas. Alors il y a des variantes, comme toujours dans les traditions orales. Soit les gens étaient immortels, et puis c'est tout. Soit les gens étaient mortels, mais vous mourriez, mais ce n'était pas très grave. En fait, ça durait 3-4 jours, comme une espèce de mauvaise grippe, et puis vous reveniez à la vie. Voilà. Et il s'est passé quelque chose que raconte le mythe. Alors ça dépend où vous habitez, ça dépend dans quelle culture vous évoluez, mais ça c'est un mythe qui est présent pratiquement dans le monde entier, donc on rejoint la question de l'universel, un type de mythe du moins qui est présent dans le monde entier, qui explique l'origine de la mort, et qui vous dit, il s'est passé quelque chose qui fait que maintenant, nous sommes mortels, maintenant, la vie est brève. Et parfois, le mythe raconte des choses annexes qui vont ensemble, qui découle aussi de ce renversement, comme, ainsi que sans doute vous le savez, non seulement la vie est brève, mais il faut travailler et gagner son pain à la sueur de son front, et les femmes accouchent dans la douleur. Tout ça résulte et est expliqué au sein de la même histoire qu'on trouve là, pour celle-ci, cette variante que je produis là, se trouve dans la Bible. Mais ailleurs, il y a des tas d'autres histoires, très différentes, qui expliquent aussi l'origine de la mort, mais qui procède du même schéma, de la même structure. C'est une histoire avec un renversement. Et ça, c'est typiquement les mythes. C'est une histoire où on vous dit, autrefois, alors quand, je ne sais pas, personne ne sait en fait. C'est tellement vieux que personne ne sait. Mais autrefois, au début du monde, quand les pierres étaient molles, quand les animaux parlaient, quand les hommes avaient des queues, etc. Plein de débuts comme ça. On vous décrit comment c'était à ce moment-là. Tout allait bien, généralement. Il n'y avait pas besoin de travailler pour se nourrir, etc. Il s'est passé quelque chose, et maintenant, c'est très différent. Ça, c'est vraiment le schéma typique des mythes. Le déluge appartient à ce schéma, ce grand type de schéma. Il y a un avant, il se passe quelque chose, et il y a un après. Mais la particularité du déluge, et là, c'est là qu'il faut faire attention quand on parle d'universalité, parce que si on commence à poser la question du type « Est-ce que le déluge, c'est un mythe universel ?» Comme toutes les questions intéressantes, on a envie de se précipiter pour répondre. Et en fait, il ne faudrait pas trop se précipiter, parce qu'il faudrait d'abord s'arrêter un petit peu pour dire « Attends, mais déluge, qu'est-ce que c'est un déluge ? Comment on reconnaît un déluge ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on entend ? Avant de savoir si c'est universel, il faut peut-être se mettre d'accord sur ce que c'est que le déluge. Ça nous paraît évident, nous autres occidentaux modernes, parce que, même si on n'est pas chrétien, on connaît le déluge biblique, et on dit, attends, mais évidemment qu'on sait ce que c'est que le déluge. Enfin, franchement, qu'est-ce que c'est que cette question ? Le déluge est mouillé. Eh bien non, pas forcément, justement. Le déluge, ça c'est une version du déluge. La version biblique, et celle-là on la connaît forcément parce qu'elle est dans notre culture. Pour connaître celle des autres cultures, c'est pas si évident.
Et il y en a beaucoup d'autres versions du déluge si je définis le déluge de la manière suivante, en disant que le déluge, ce n'est pas forcément un mythe d'inondation, c'est un mythe beaucoup plus fondamentalement de double création. C'est-à-dire, vous avez une divinité, ou plusieurs, ou une famille de dieux, ça dépend où vous habitez, à quelle époque, etc. Mais en tout cas, des êtres surhumains, surréels, qui créent le monde et qui créent les humains. Très souvent, dans les schémas, depuis la mythologie sumérienne, c'est un schéma qui se répète. Vous avez une divinité ou plusieurs, donc, qui créent le monde. Et généralement, le dieu, c'est très souvent un dieu, c'est assez rarement une déesse, ça arrive. Ça peut être un couple. Et après, une fois que le monde est créé, ils sont très contents d'eux-mêmes. C'est souvent le cas des dieux. Hein, voilà. Ils sont très contents d'eux-mêmes. Et bon, ça a demandé un peu de boulot, mais ça valait le coup. Et le 7e jour, par exemple, c'est la retraite. Hein. Et on n'en entend plus parler, en gros, après. C'est fini, c'est terminé. La création, c'est une fois, et on n'en parle plus. Sauf que, très généralement, il y a une suite à cette histoire, évidemment, qui est que le Dieu qui a créé le monde est très content de lui, il trouve ça super, très beau. Sauf que c'est un peu monotone. Bon, il y a un peu des vagues, l'océan qui fait flic-floc, voilà, ça bouge un peu, quoi, mais c'est quand même monotone. Au bout d'un moment, quand on a l'éternité devant soi, il s'ennuie. Et donc, il décide de créer autre chose pour mettre un petit peu d'animation dans tout ça. Et l'idée qui lui vient, c'est de créer l'humanité. Et évidemment, du point de vue de l'animation, c'est réussi. Donc il crée l'humanité, et ce qui arrive très généralement, c'est que l'humanité croît et se multiplie, et comme toujours dans les mythes, là vous avez plusieurs variantes, soit l'humanité croît tellement et se multiplie tellement qu'il y a tellement d'humains que ça commence à devenir un petit peu inquiétant, il faudrait quand même que ça s'arrête. Parce que si ça continue tout le temps, il y en aura trop, et ça va être trop lourd pour la Terre qui va finir par tomber ou s'effondrer sur elle-même, et tout, ça ne va pas aller, ça. Bon. Ou ils sont tellement nombreux, et en plus, quand même, pas spécialement hyper disciplinés, qu'ils font un vacarme d'enfer. Ils mettent la pagaille, pour être poli, partout. Et les dieux, qui aiment bien quand même être dans l'empyrée, tranquilles, à contempler leur œuvre, ils en ont marre du bruit, ils en ont marre de l'agitation, au bout d'un ça va bien un moment, mais au bout d'un moment, ils en ont marre, ils ne peuvent plus faire la sieste, rien, bon, il y en a marre. Et donc, ils décident d'arrêter tout ça, ils se disent, bon, le coup de l'humanité, c'était pas une mauvaise idée en soi, mais cette humanité-là, non, c'est pas possible, quoi, ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, ils décident de supprimer, d'arrêter cette humanité-là. Et donc, il faut éradiquer l'humanité. Et à ce moment-là, quand vous êtes une divinité, et que vous voulez supprimer l'humanité, vous avez plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous. Une possibilité, c'est effectivement de noyer tout le monde. L'expression pluie diluvienne qui est dans notre langage vient de là, parce que nous avons dans notre tête une espèce de synonymie entre pluie et déluge. Le déluge, c'est une pluie qui ne s'arrête pas, voilà, et qui devient terrible du coup. Mais on peut noyer tout le monde sans pluie. Il faut juste avoir assez d'eau. Hein. Et donc il y a tout un tas d'autres mythes où tout le monde est noyé sans pluie. C'est simplement les rivières qui gonflent, ou un lac qui se met à gonfler et qui couvre toute la terre, ou par exemple en Amazonie, quelqu'un qui dessouche un arbre. Et dessouchant l'arbre dans une mangrove au bord d'une rivière, il y a de l'eau qui sort, parce que c'est souvent une mythe quand on dessouche un arbre, et c'est normal. Mais là, il y a quelque chose d'anormal qui se passe, c'est que ça ne s'arrête plus, et c'est un déluge, mais c'est un déluge sans pluie. Et vous avez d'autres cas, une autre grande possibilité, vous avez des déluges de neige, vous en avez des tas de variantes, et vous avez une autre grande possibilité, c'est très pratique aussi, je vous donne le tuyau au cas où, hein, si vous voulez éradiquer l'humanité, il y a le feu. Et donc, il y a un type de déluge qu'on appelle l'ekpyrosis, qui est l'incendie universel. Et la disparition, la suppression de l'humanité par le feu, c'est aussi un mythe de déluge. Vous avez un déluge de feu. Donc l'idée qu'on avait au départ du déluge biblique, c'est juste une variante d'un mythe beaucoup plus large, parce que l'idée de fond, c'est de dire, une fois que cette humanité, un petit peu pénible quand même, aura été détruite, c'est-à-dire les dieux, on va pouvoir en refaire une autre meilleure, voire parfaite même. Et donc c'est ce qui se passe.
Et une deuxième humanité est créée, et elle est parfaite. C'est nous. Voilà. Et donc, si on veut parler pour finir le compte, pour ne pas être trop long, parce qu'il paraît qu'il y a d'autres questions, alors bon, il faut m'arrêter quand je suis trop long. Si on veut parler de l'universalité du déluge, une question toute simple comme ça, le déluge est-il un mythe universel? On voit qu'il y a une réponse très simple comme ça, parce que j'ai vu plusieurs personnes dans la salle qui faisaient oui, oui, comme ça, sous-entendu, bien sûr, que le déluge est un mythe universel. Eh bien, oui et non. C'est un mythe universel si on considère le déluge comme un mythe de double création, et ça, effectivement, sur tous les continents, on trouve ce genre de mythe. Mais si on pense au déluge de pluie, c'est plutôt provincial comme répartition. Ce n'est pas partout dans le monde, c'est à certains endroits et à certaines époques. Voilà, ce n'est pas du tout universel. Merci beaucoup, Jean-Loïc, pour cette première introduction. Alors, peut-être qu'on reviendra plus tard sur la catégorisation des mythes, parce qu'ils n'ont pas tous, effectivement, la portée telle que le déluge. Mais si on continue, on se rend compte, effectivement, que certains mythes peuvent parler du futur de l'homme, de sa destinée, et proposent ainsi une forme de révélation. Du coup, quelle fonction les mythes remplissent-ils aujourd'hui par rapport à nos interrogations et à nos peurs? On peut penser par exemple au changement climatique, et on voit qu'on a un récit, on en avait parlé ensemble dans la préparation de cette conférence. Et donc, pour prolonger cette question, en quoi les mythes fournissent-ils du sens par rapport à nos questions existentielles? Alors, sur les catégorisations de mythes, déjà, pour spécifier un peu plus ce que j'ai dit au départ comme définition du mythe. C'est un récit très ancien, avec un renversement, etc. On a coutume de distinguer les différents mythes en faisant une espèce de grand coup de zoom. C'est-à-dire que si on fait un grand zoom arrière, on a le cosmos, et donc on a des mythes cosmogoniques qui racontent l'origine du cosmos. Avant, il n'y avait rien, il se passe un truc, maintenant il y a le cosmos. Voilà, schéma typique. Cosmogonique, pourquoi cosmos? Bien sûr, tout le monde comprend. Gonique, pourquoi? C'est la même racine grecque que gonade et que genèse. Et donc la cosmogonie, c'est un récit qui narre l'origine du cosmos, l'apparition du cosmos. Si on zoome un petit peu, on va avoir des récits qui vous expliquent l'origine de la Terre. Bon, ça, c'est un peu important pour nous quand on est humain, évidemment. Et puis, ensuite, on va avoir des récits, je resserre encore mon zoom, j'ai des récits qu'on appelle anthropogoniques, qui expliquent l'origine de l'homme, qui racontent l'origine de l'humanité. Anthropos, c'est l'homme. L'homme comme espèce, pas l'homme masculin. Et donc, sinon ce seraient des mythes androgoniques. Donc, anthropogoniques, c'est les mythes qui nous expliquent l'origine de l'humanité. Et puis, alors vous voyez bien que tous ces récits répondent aux questions d'enfants, au fond. Pourquoi il y a quelque chose plus... Et les questions terribles qui irriguent l'humanité depuis toujours, les questions les plus simples et qui sont les plus redoutables, surtout quand un enfant la répète sans arrêt, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Donc pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, en gros, pourquoi il y a le monde, pourquoi il y a des gens, bon, et etc. Pourquoi il y a la mort, bon, pourquoi il y a la vie, où on va après, tout ça, toutes ces questions. Les mythes répondent à ce genre de questions, toujours avec ce même schéma. Donc on arrive au mythe anthropogonique, l'humanité est là, il y a des récits qui nous expliquent comment elle est arrivée, et l'humanité étant là, on peut se dire, c'est très bien, donc on a une seule humanité, nous sommes tous humains, donc tout va bien. Oui et non, tout va bien. Apparemment, tout ne va pas très bien partout. Il y a des guerres, par exemple, ça se passe moyennement bien, en fait. Voilà. Et donc, comment se fait-il que on pourrait être tous frères et sœurs, et ce serait très bien, quoi. Pourquoi c'est pas comme ça? Il y a des mythes qui vous l'expliquent, et notamment qui vous expliquent des mythes sociogoniques, par exemple, des mythes ethnogoniques qui vous expliquent pourquoi il y a plusieurs peuples. Il pourrait y avoir un seul peuple sur Terre. Pourquoi plusieurs? Non, il y a plusieurs peuples. Pourquoi? Ah, ça n'a pas toujours été comme ça. Et il y a un mythe qui vous explique pourquoi maintenant c'est comme ça. Plusieurs peuples, très bien. Le mythe de la tour de Babel, par exemple. Par exemple, Babel, qui en plus
pour la version biblique, parce qu'il y a d'autres versions, raconte en plus la diversification des langues, la multiplication des langues. Et ensuite, au sein des... Bon, il y a plusieurs peuples, bon d'accord, c'est comme ça, bah, du coup, c'est un peu... il y a des mythes d'origine de la guerre, du coup. Bon. Mais au sein d'un seul peuple, du coup, on va se dire, bah, là, ça va, on a un peuple, là, bon, bah, ça va, il n'y a plus de problème. Ah, il se trouve il se trouve que si, il y a quand même un peu des problèmes, comme vous savez, et là, vous avez des mythes sociogoniques qui vous expliquent, par exemple, pourquoi il y a des riches et des pauvres, pourquoi il y a des puissants et des misérables, et pourquoi, en fait, bah, il y a des choses qui ne vont pas très bien là-dedans. Et là, vous avez aussi des récits qui vous expliquent ça. Et puis, pour toutes les interrogations qu'on peut avoir sur le monde, on a des récits qui sont là. Et ça se termine par des récits qui vous expliquent les tout petits détails du monde. Là, l'origine de la vie, l'origine de la mort, de l'humanité, ce n'est pas des détails quand même, c'est des trucs quand même un petit peu importants. Mais la mythologie va jusque dans les moindres détails et va vous expliquer, par exemple, pourquoi tel arbre a des feuilles dentelées, alors que tel autre qui pousse à côté n'a pas des feuilles dentelées, elles sont lisses. Ah, pourquoi ? Et vous avez un récit qui vous explique ça. Pourquoi tel oiseau a du rouge sur la tête et l'autre qui lui ressemble comme de gouttes d'eau n'a pas de rouge sur la tête ? Vous avez un récit qui... C'est des petits détails du monde. Vous avez d'innombrables mythes qu'on appelle étiologiques, on a emprunté au vocabulaire de la médecine, hein, qui vous expliquent les détails du monde. Et donc l'ensemble forme quelque chose qu'on peut appeler comme une vision du monde. Le tout, jamais personne ne vous raconte tout ça d'affilée, évidemment. C'est au cours de votre vie, quand vous vivez dans une société, et au cours de votre vie, selon les moments, selon « Ah, tiens, l'oiseau qui passe, tiens, tu sais, je vais te raconter un truc », selon ce qui se passe dans la vie aussi, quelqu'un qui meurt, une naissance, un mariage, eh bien, on vous raconte de temps en temps une partie de ce grand récit qui vous explique, mais je mets des guillemets, le monde, qui vous le rend acceptable en fait, qui vous le rend compréhensible et qui donne du sens à votre vie. Parce que on a longtemps cru que, enfin longtemps, pas depuis une éternité, disons depuis un peu plus d'un siècle, que les mythes, c'était des récits explicatifs. Et effectivement, tout ce que je viens de dire, ça donne un peu cette impression. C'est des mythes qui expliquent pourquoi les choses elles sont comme elles sont. Alors oui, on peut dire ça, mais si on dit ça, et qu'on limite le mythe à cette façon de voir, on le considère comme une préscience. Pas une préscience qui permet de connaître l'avenir, mais une pré-science. Ce qu'on fait comme on peut quand on n'a pas la science, pour expliquer le monde. Et ça a été une façon de voir la mythologie très répandue, particulièrement au XIXe siècle, début du XXe, où on a considéré qu'il y aurait eu une espèce d'âge de la mythologie, où tous les peuples du monde faisaient ce qu'ils pouvaient pour expliquer le monde et pour vivre avec ça, avec l'énigme du monde, de l'existence du monde, l'énigme de la mort, l'énigme de l'existence même de l'humanité, et expliquaient comme ils pouvaient, avec des puissances, avec des histoires. Bon. Mais que la science étant apparue, qui elle aussi explique toutes ces choses, mais d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus solide, alors le mythe allait disparaître. Et vous avez eu cette théorie qui vous explique qu'il y a 3 âges dans l'humanité. Il y a l'âge mythique, il y a l'âge religieux, où en plus du mythe interviennent tout un tas de traditions qui vont avec, des rituels, des temples, on érige des grands bâtiments, etc. Il n'y a pas que la parole du mythe, il y a tout un tas de choses qui vont... Il y a des prêtres, il y a des officiants, il y a tout un tas de choses qui vont avec. Et puis ensuite, le 3e âge, l'âge de la science, qui va faire disparaître les 2 premiers, parce que, évidemment, connaissant la vérité, enfin, sur le monde. Et il suffit de regarder autour de soi pour s'apercevoir que cette façon de voir l'histoire de l'humanité ne tient pas la route, et que, bien sûr, que la science est là, et qu'elle se développe, qu'elle est plus développée que jamais, la technologie aussi, qui en découle pour une grande partie, mais que la mythologie est toujours là, les récits de type mythique sont toujours là, et les religions sont toujours là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ces autres façons de raconter le monde, puisque la science raconte le monde, si ces autres façons de raconter le monde sont toujours là en concurrence, plus ou moins avec la science, ça veut dire que leur fonction n'est pas la même.
Parce que si c'était la même fonction, effectivement, l'apparition de la science aurait conduit à la disparition inéluctable de tous les mythes, de toute la mythologie et de toutes les religions. C'est toujours là. Pourquoi ? Parce que les mythes n'expliquent pas le monde, ils donnent l'impression d'expliquer le monde, mais ce qui est plus important, c'est qu'ils donnent du sens au monde. Ils donnent du sens à la vie des gens qui les racontent en y croyant. Parce que les gens qui les racontent en n'y croyant pas, ça ne leur donne pas de sens à leur vie. Mais c'est pour ça que le mythe dit toujours la vérité. Le mythe dit quelque chose sur le monde qui est tellement important pour les gens qui le disent, pour la société dans laquelle il s'énonce, que c'est la vérité. Et la science peut bien faire tout ce qu'elle veut à côté, la vérité est là, et le sens de la vie est là. Et donc, les arguments rationnels ne peuvent rien contre quelque chose qui tient du sens de la vie. Et donc, on va arriver à la question des fake news. Donc, on sait tous maintenant, depuis quelques jours, que les Égyptiens, grâce aux pyramidions au-dessus des pyramides, effectivement, connaissaient l'électricité, l'utilisaient, et que si on n'a rien trouvé, c'est que c'est normal. Voilà. Alors, je ne touche aucun royalty, mais dans le dernier ouvrage de Jean-Loïc Lequellec, Des Martiens au Sahara, 200 ans de fake news archéologiques, alors vous avez écrit bien d'autres ouvrages, évidemment, mais sont recensés effectivement tout un tas de fake news qui en fait sont en complet lien avec vos derniers propos, à savoir que bien que nous ayons le fait scientifique qui démontre à l'évidence que les crânes de cristal ont été fabriqués au XIXe siècle et non pas il y a plusieurs milliers d'années de cela, et que non, la fin du monde en 2021 n'a pas eu lieu et tout. Malgré ça... Elle est repoussée. Elle est repoussée, voilà. On a mal compté, en fait. On a mal compté. Donc, vous démontrez effectivement qu'il y a des croyances fausses qui, effectivement, s'appuient sur le récit et sur les mythes. Et du coup, les fake news aujourd'hui nourrissent quelque part la mythologie contemporaine. Donc là, on vient de parler effectivement de la dernière sortie d'un rappeur qui excelle dans son art musical, mais peut-être un peu moins dans la partie égyptologique. Mais néanmoins, au-delà de cette anecdote, ce qui se dit aujourd'hui autour de cela est beaucoup plus profond, n'est-ce pas ? C'est pas uniquement une prise de parole pas du tout mesurée de Maître Gims, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui dit quelque chose sur notre société. On peut peut-être en parler maintenant. Oui. Alors pour s'il y en a qui n'ont pas suivi l'actualité de Maître Gims, c'est un rappeur qui a été interviewé sur une chaîne essentiellement consacrée à interviewer des rappeurs, qui a beaucoup d'audience, qui a une énorme audience, comme beaucoup de chaînes YouTube maintenant. Il a très récemment déclaré, c'est la semaine dernière, il a très récemment déclaré au cours de tout un discours, il termine son discours en disant que les pyramides, c'était des espèces de condensateurs électriques et que les Égyptiens connaissaient l'électricité, s'éclairaient à l'électricité. Et la preuve, c'est que sur les pyramides, le sommet des pyramides était en or et qu'on sait très bien que l'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. Et voilà, et ça, les historiens le savent très bien, mais évidemment, ils le taisent. Alors, ça a suscité énormément de réactions qui, très généralement, sur les réseaux sociaux notamment, puisque c'est sur une chaîne YouTube, alors vous imaginez la liste des commentaires en dessous, et puis ensuite ça a été rediffusé, c'est très facile à trouver maintenant sur Internet, parce que ça a été tellement rediffusé qu'on le trouve partout, ça a été commenté après par la presse écrite, etc. Donc une espèce de phénomène qui prend une ampleur énorme, et il y a tout de suite eu une réaction qu'un anthropologue qui s'appelle Victor Stokowski appelle le rire de l'anthropologue. C'est-à-dire, je ricane. Je ricane parce que c'est tellement idiot, c'est tellement ridicule, qu'il n'y a rien à en dire, tellement c'est bête. Les Égyptiens qui s'éclairent avec des ampoules électriques, le mec, il est complètement à l'ouest, quoi.
Donc je ricane, c'est tout ce qu'on peut faire, quoi. Et à mon avis, c'est une très grosse erreur. Alors, il y a le droit de rigoler, hein, je ne sais pas ce que je veux dire. Hein. Mais ça rejoint exactement tout ce qu'on disait jusque-là, mine de rien, parce que, à mon sens, cette déclaration qui est scandaleuse par rapport à la vérité de l'égyptologie, de ce qu'on sait des anciens Égyptiens, ça ne tient pas debout. Moi, je la mets en perspective avec le discours d'un président de la République française à Dakar, qui nous a expliqué que l'homme africain n'était pas assez rentré dans l'histoire et qu'il restait trop courbé vers la terre. C'est la même chose à l'envers. C'est deux faces d'une même façon de voir l'Afrique. Si, effectivement, depuis longtemps, des Européens profèrent des énormités de ce type sur l'Afrique sans rien connaître à l'histoire de l'Afrique, manifestement, alors on comprend bien que des Africains soient au minimum froissés, quand même un minimum, et qu'ils réagissent, et qu'ils réagissent avec une réaction qui peut être très épidermique et qui ensuite n'est pas forcément très bien informée. À qui la cause? Maître Gims, ce qui n'a pas été très relevé, parce qu'on a beaucoup ricané sur ses déclarations, mais il termine en disant « il faut connaître l'histoire de l'Afrique ». Sous-entendu, comme il le dit, parce que c'est une chaîne qui est donc de rappeurs essentiellement noirs, beaucoup suivi par une communauté de Noirs ou de gens qui s'intéressent beaucoup, qui aiment beaucoup le rap chanté par des Noirs, des communautés de Noirs. Et donc, sous-entendu, quand il dit ça, c'est que mes frères africains, il faut que vous connaissiez votre histoire. Il a parfaitement raison. Et si les Africains ne connaissent pas l'histoire, la faute à qui? Moi, c'est comme ça que j'analyse ça. Alors qu'ensuite, lui, qui n'est pas égyptologue, réagisse en reprenant des propos qui, effectivement, sont absolument lamentables d'un point de vue égyptologique. Bon. Ça se comprend aussi parce que où est-ce qu'il va chercher l'information? Où est-ce qu'on va chercher l'information sur l'histoire de l'Afrique? Qui peut me parler ici du grand Zimbabwe? Qui? Le Grand Zimbabwe, c'est une immense ville en pierre avec des tours et des bâtiments énormes en Afrique australe, autour de laquelle il y a eu des débats énormes depuis qu'elle a été découverte par les Occidentaux, parce qu'il y a eu tout un tas de livres qui sont faciles à trouver sur Internet maintenant avec Gallica, les livres numérisés, etc., qui vous expliquent qu'une ville comme ça en pierre, avec des tours énormes, des murailles de ceinture, des fortifications, etc., mais c'est gigantesque. Ça ne peut pas avoir été fait par des Africains. C'est forcément des Égyptiens ou des Sumériens qui un jour sont venus et qui ont construit ça, puis qui ont disparu. Et on comprend, alors on sait quand on s'intéresse vraiment à l'histoire de l'Afrique et quand on s'intéresse à l'archéologie et aux fouilles qui ont été réellement faites sur ces sites, on sait que pas du tout, que c'est vraiment fait par les gens du coin et qu'on a toutes les preuves, voilà. Mais ça, qui le sait? Qui connaît, à part les pyramides, parce que les pyramides, elles ont une histoire qui touche la nôtre pour 1000 raisons, Napoléon, etc. Et pourquoi focaliser sur les pyramides quand on parle de l'histoire de l'Égypte? Parce que aussi, voilà, les pyramides ont été présentées comme, dès qu'il y a des pierres, c'est quand même plus civilisé, dès qu'il y a des pierres empilées et que ça fait un grand bâtiment. Parce que des cultures qui ont des bâtiments oraux ou des bâtiments poétiques, qui sont tout aussi grandioses et tout aussi respectables, comme par exemple les Peuls qui n'ont jamais rien construit, mais qui, s'ils disparaissent demain, ne laisseront aucune trace. Eux, ils ont construit en guise de bâtiments, non pas des pyramides, mais justement tous des cycles poétiques extraordinaires et des cycles mythologiques extraordinaires. Si on ne connaît pas tout ça, eh bien évidemment, le risque est grand maintenant avec les réseaux et les algorithmes qui vous font remonter en premier les informations qui sont le plus scandaleuses
ou qui font le plus réagir, le risque est grand qu'au lieu d'avoir des informations sur le grand Zimbabwe ou sur les traditions orales des Peuls, si vous vous intéressez à l'histoire de l'Afrique comme ça, un peu rapidement, sans trop aller dans le détail, parce que ce n'est pas non plus votre truc, mais juste vous voulez savoir un peu, eh bien vous avez de fortes chances de tomber sur ce qu'on appelle maintenant volontiers des fake news, qui sont tout simplement des mythes contemporains, qui sont de la mythologie actuelle. Ce sont des récits qui sont racontés actuellement, qui sont tenus comme vrais par ceux qui les racontent, et qui sont évidemment tenus comme faux par les gens qui n'y croient pas. J'ai l'air de dire une lapalissade là, mais c'est très important parce qu'en réalité, c'est aussi là une autre définition du mythe. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? C'est un récit qui dit la vérité sur le monde, je l'ai dit plusieurs fois mais je le répète encore parce que c'est tellement contre-intuitif. C'est un récit qui dit la vérité sur le monde pour les gens qui l'énoncent et au sein du groupe auquel ces gens appartiennent. Évidemment que si moi je suis dans un autre groupe qui tient pour vrai d'autres récits, eh bien le récit que j'entends du groupe d'à côté, je le tiens pour faux. Et la mythologie, les mythes, ce sont donc les récits de vérité tenus par les autres. Et je les reconnais comme tels, parce que moi je connais la vérité. Et donc je sais reconnaître les mythes. Les gens qui racontent des mythes, les pauvres, ils ne peuvent pas savoir qu'ils racontent des mythes, puisqu'ils pensent que ce qu'ils racontent, c'est vrai. Moi qui sais que c'est faux, je sais que c'est un mythe. Vous voyez que là, on est dans un nœud qui est un petit peu complexe à dénouer, et surtout qui peut être assez ennuyeux, parce que si la mythologie grecque, le corpus des mythes grecs, est très différent, disons, du corpus mythologique des Iroquois, sur l'origine du monde, sur l'origine de l'homme, etc. C'est pas très grave non plus, parce qu'on va dire qu'il y a assez peu de chances pour qu'il y ait eu ou qu'il y ait, à un moment donné, une rencontre entre les Grecs anciens et les Iroquois subactuels. Ça pose pas de problème, ça. Voilà. Ça commence à poser des problèmes quand les gens se rencontrent, individuellement ou collectivement, quand il y a des groupes qui se rencontrent. Et, vous savez, autrefois, les anthropologues, c'était les gens qui ont le cliché d'image d'Épinal, de Tintin au Congo, un peu, hein, avec le short blanc, la chemise blanche, le casque colonial. En grosso modo, quelqu'un qui part de chez lui, l'Europe, et qui part très 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 loin, comme ça, pour rencontrer des peuples qui ont des traditions, des coutumes étranges, qui ont des croyances incroyables. Et c'est ça l'anthropologue. Et puis il revient chez lui ensuite, et puis il va expliquer aux gens de chez lui, voilà, il fait une monographie. Plus tard, ils feront des films, les anthropologues, mais souvent une monographie, un livre, le grand livre sur les Bas-Congo et leurs us et leurs coutumes. Maintenant, tout le monde est anthropologue. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour rencontrer des gens qui ont une vision du monde qui est complètement différente de la vôtre, qui a des origines lointaines, et des gens qui tiennent pour vrai des choses, des récits sur le monde qui sont extrêmement différents de ceux que vous tenez sur le monde. Et on voit tous les jours, il suffit d'allumer la télévision, d'ouvrir un journal, on voit tous les jours que ça pose de légers problèmes actuellement. Et donc, pour moi, il est très important de s'intéresser à la mythologie et aux croyances sous cet angle-là, parce que si on ne le fait pas, si on ne s'intéresse pas à la mythologie, assez rapidement, c'est la mythologie qui s'intéresse à vous. Et bon, je pense qu'il faut prendre les devants. Et en gros, sur la croyance, puisque j'en ai parlé, et que on pense souvent que tout ça touche très vite à quelque chose qu'on appelle la religion, pour en finir avec la croyance, si je peux dire, hein, c'est une façon de parler, hein, c'est finir mon discours à moi. Hein. S'il y a de la croyance, c'est parce qu'il y a de l'incroyance. S'il n'y avait que de la croyance, il n'y aurait pas de question à se poser. C'est parce qu'il y a de l'incroyance qu'il y a aussi de la croyance, et réciproquement. C'est un couple qu'on ne peut pas penser isolément l'un de l'autre. Croyance, ça va toujours avec l'incroyance. Et ce qui se passe, c'est que les croyants, qui sont-ils?
Comme dit l'autre, quels sont leurs réseaux Qui sont les croyants? Eh bien, les croyants, le croyant, c'est celui qui croit que les croyants croient. Les croyants ne croient pas. Les croyants connaissent la vérité. Vous considérez leur vérité comme un mythe, et donc vous les décidez comme croyants, et vous vous postez de vous-même automatiquement comme incroyants. Et ça, c'est un des petits exemples et on est en pleine mythologie là. C'est un des petits exemples qui vous montre que la mythologie, c'est un petit peu actuel. C'est pas que les Grecs anciens, c'est pas que l'Égypte ancienne, c'est pas que les Celtes anciens, c'est un petit peu actuel. Alors, c'est actuel, Jean-Loïc. Ça peut même, et on a commencé à mettre le doigt quelque part, représenter un danger. Si on prend par exemple le cas du mythe du grand remplacement. Du coup, une dernière question, Jean-Pierre, j'ai bien compris. Peut-on lutter contre un mythe ou est-ce un combat perdu d'avance? Au regard justement de cette question de la vérité et de la croyance. Alors, la démystification. C'est pas possible de poser des questions plus simples depuis le début, là. Alors, ma position, c'est une position de type anthropologique, c'est-à-dire de faire un pas de côté par rapport à tout ça et de dépasser le stade de j'y crois pas. Parce qu'à mon sens, c'est impossible. Si vous mettez... vous faites débattre quelqu'un qui croit aux soucoupes volantes, par exemple, les martiens, qui croit que les soucoupes volantes existent et que régulièrement il y a des martiens qui viennent, qui prennent des gens comme ça pour faire des expériences puis qui les ramènent après. Bon, il y a des gens qui croient ça, qui pensent que, oui, ça arrive régulièrement. Et quelqu'un qui dit, non mais ça c'est quand même le ricanement de l'anthropologue, donc il dit mais n'importe quoi. Bon. Si on les met ensemble en disant, bon d'accord, vous n'êtes pas d'accord, discutez. Qu'est-ce qui va se passer? La discussion, je pense, peut durer très longtemps. Elle peut se passer très bien, avec un petit coup à boire, tout ça, ça peut être très agréable. Et ça peut aussi se passer assez mal au bout d'un certain temps. Voilà. Mais il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que statistiquement, peut-être qu'il y a des exceptions de temps en temps, mais statistiquement, celui qui ou celle qui, au départ, pensait qu'il y a des martiens, blablabla, le lendemain matin à l'aube, il va toujours continuer à y croire après toute la discussion, et l'autre qui ne croit pas, il ne va pas être convaincu. Et quand on élargit le propos à quelque chose de plus large, de plus franchement mythologique, parce que ça, c'est de la mythologie moderne quand même, je pourrais vous le prouver, mais on n'aura pas le temps, à quelque chose du type, par exemple, d'où vient l'humanité? Pourquoi il y a des humains et il y aurait très bien pu ne pas y en avoir? Ah, c'est parce qu'il y a un Dieu qui s'appelle comme ci, comme ça, qui un jour, dans telle circonstance, a créé l'humanité. On vous raconte une histoire. D'ailleurs, elle est dans le livre, là, on peut lire. Bon, mais on sait bien qu'il y en a d'autres qui répondent à la même question par une autre histoire, tout aussi vraie pour eux, et qui vont dire, non mais c'est n'importe quoi, d'abord c'est pas un dieu, d'abord des dieux il y en a plein, et qui va démolir l'histoire en disant, mais pas du tout, moi je sais quand même un petit peu comment c'est, et c'est pas du tout comme ça. Voilà. On voit bien que ces deux histoires sont incompossibles. Elles peuvent pas être vraies en même temps, les deux. Puis surtout qu'il y en a beaucoup d'autres des histoires. Donc elles peuvent pas être vraies en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a jamais vu quelqu'un qui dit à l'autre, ah ouais, ton histoire, toi, sur l'origine de l'humanité, elle est super, en fait. Elle est vachement mieux que la mienne, en fait. J'ai plutôt raconté celle-là, en fait. Elle est bien. Waouh! Ça, si vous connaissez des gens à qui c'est arrivé, ça m'intéresse pour mon enquête, mais j'ai un peu un doute. C'est plutôt pas comme ça que ça se passe, en général. Donc, comment on fait? Quand on a des conflits de ce type, c'est tous les jours. Moi, je me dis, il faut faire le pas de côté anthropologique, c'est-à-dire savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Vous savez, à la question c'est vrai, c'est pas vrai, il y a d'autres réponses. Il y a une réponse qu'on n'entend jamais qui est on s'en fout en fait.
Mais alors complètement. Il se trouve qu'il n'y a pratiquement aucune population au monde qui réponde ça dans les mythes. Hein, vous avez toujours des récits qui vous expliquent, est-ce que tu as un récit sur l'origine de l'humanité? Oui, oui, et on vous raconte un mythe sur l'origine de l'humanité. Personne ne vous dit, non mais c'est quoi cette question à la noix? Non, il y a toujours des récits pour répondre. Il pourrait très bien y avoir, on peut très bien imaginer un groupe humain ou toute l'humanité qui disent, non mais attends, t'as pas des trucs un peu plus sérieux à t'occuper là, vu comment qu'il est le monde maintenant, là, que cette question débile? Bon, non, il n'y a jamais ça. Alors, comme il n'y a pas ça, et comme il y a au contraire des gens qui racontent des histoires, qui les tiennent pour vraies, qui tiennent les autres pour soit des imposteurs, soit des gens contre lesquels il faut lutter pour justement démontrer que leur histoire est fausse, et que c'est perdu d'avance, évidemment, et que ça conduit à l'extrême à des guerres, pas de côté. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on s'en fout à des gens pour qui c'est leur raison de vivre. On ne va pas leur dire, mais on s'en fout, ça ne va pas passer, ça. Mais on peut leur dire, attends, méthodologiquement, pendant un temps, on va s'en foutre. On va se dire, attends, c'est pas que c'est pas intéressant de savoir si c'est vrai, si c'est celui-là qui a raison ou l'autre. Oui, c'est intéressant. J'aimerais bien savoir même, par exemple, s'il y a un Dieu, par exemple, parce que s'il y a un Dieu vraiment qui existe et tout, c'est quand même intéressant de le savoir, quoi. C'est mieux de le savoir. Bon, voilà. S'il n'existe pas aussi, c'est bien de le savoir, quoi. Voilà. Donc ça m'intéresse, mais en même temps, là, on ne va pas y arriver. Donc on met cette question-là méthodologiquement de côté. On va parler d'autre chose. De quoi on va parler? Des mythes. Des histoires. Ton histoire, à toi, tu peux me la redire, c'est quoi? Alors, vas-y, raconte ton histoire, voilà. Et toi, ton histoire, c'est quoi? Et toi, ton histoire, c'est quoi? Différente, évidemment. Et ce qu'on peut faire, c'est dire, ah, elles sont différentes. Est-ce qu'elles sont complètement différentes? Ou est-ce que, par exemple, il y a une structure commune? Est-ce qu'on peut identifier, au moins sur une partie, par exemple le renversement que j'ai cité au début? Est-ce que ça apparaît dans toutes les histoires? Ou il y en a où ça apparaît pas? On peut se mettre d'accord sur des questions comme ça, qu'on croit ou pas à la véracité de l'histoire. Ensuite, on peut dire l'histoire, attends, alors ton histoire, toi, ça se développe, il y a en fait, si je comprends bien, il y a 4 parties en fait. Et si quelqu'un arrive en disant, mais pas du tout, il y en a 5. Bon, attends, on va pas se battre, hein, on va juste relire l'histoire, puis on va compter, hein, c'est pas compliqué, hein, voilà, puis on va se mettre d'accord. Voilà. Et on peut analyser tous les mythes de cette façon-là, c'est-à-dire faire de la mythologie comparée. Et pendant qu'on fait ça, eh bien, on oublie la croyance. On parle d'autre chose. Et on parle d'autre chose de telle manière qu'on peut amener des questions, par exemple, au bout d'un temps même assez bref, de dire « Ah, mais c'est marrant parce que là, elles sont différentes, les histoires, mais il y a toute une partie qui est commune. » Par exemple, le moment où ça cause de l'inondation universelle, là, c'est marrant, c'est dans plusieurs histoires différentes, de traditions différentes. Comment ça se fait? C'est qu'il y en a qui l'ont prise aux autres? Ou c'est que c'est une histoire vraie, peut-être, effectivement, mais si on peut prouver que ce n'est pas une histoire vraie, comment ça se fait? Au fait, les histoires, comment tu les as apprises? C'est un truc que tu as inventé, là, l'histoire d'Allah et tout ça, ou c'est un truc que tu as appris quelque part, et alors tu l'as appris où? Et comment? Tu l'as lu quelque part? C'est à la télé? C'est comment? Voilà. Et donc l'histoire, elle vient d'où, en fait? Parce que c'est pas parce qu'on raconte une histoire qu'il faut continuer à la raconter. Ça vient d'où? Et depuis quand on raconte cette histoire? Est-ce que par hasard, il y a un moment qu'on peut identifier à partir duquel telle histoire a été racontée? Et telle autre, ah c'est marrant, c'est pas le même moment. Donc c'est plus tôt ou c'est plus tard. Donc l'histoire qui a été inventée ou qui a commencé à être racontée plus tard et qui contient un morceau de l'autre histoire, ah c'est quand même assez probable qu'elle l'a inventée. Voilà, on peut en parler. Hein, on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Voilà, on discute de ce genre de trucs. Et ça peut durer longtemps, vous comprenez bien. Et c'est marrant, au fond, c'est rigolo, on peut faire ça avec des adolescents, avec des collégiens. On l'a fait pendant des années, on a expérimenté ça dans des collèges et des lycées. Ça marche très très bien, parce qu'ils trouvent ça rigolo. Et puis ils cherchent d'autres histoires pour vérifier, pour contredire le prof et tout. C'est très rigolo. Et pendant ce temps-là, en fait, il se passe quelque chose qui ne serait jamais passé si on avait directement, frontalement abordé la question de la religion, parce que tout de suite, ça aurait bloqué. Et donc moi, je ne suis pas du tout partisan de lutter contre les mythes, d'une part parce que je sais que c'est inutile, d'autre part parce que je sais que ça risque de faire beaucoup de mal aux gens, dans la mesure où, vous vous rappelez ce qu'on a dit, que c'est quelque chose qui donne du sens au monde, mais aussi à la vie des gens.
Donc si vous commencez à toucher ça, c'est un petit peu... il faut peut-être se méfier un peu de ce qu'on fait. Hein, en disant, mais tout ce sur quoi tu as fondé ta vie, ça ne tient pas debout. C'est un peu dur quand même. Et puis ça ne va pas être accepté, évidemment. Donc ce n'est pas utile. L'argumentaire rationnel sur les mythes, contemporains notamment, je pense qu'il peut être utile, il faut le tenir quand même. Il faut dire, par exemple, pour l'histoire des pyramides, il faut dire, on sait que... Et voici où on peut trouver les preuves, et voici l'argumentaire, et voici les livres et les fouilles étaient faites par machin chouette, et au musée tu vas voir les pièces qui prouvent que, etc. Il y a tout un tas d'éléments qui vont montrer que, qui peuvent faire comprendre à qui veut, qui est accessible à la raison, que non, ils ne peuvent pas avoir eu l'électricité pour 1000 raisons. Voilà, c'est pas possible, et donc c'est une information qui n'est pas bonne. Voilà. Bon. Après, on croit ce qu'on veut sur l'Afrique, et c'est autre chose, et sur la fierté identitaire d'être africain. Voilà, qui peut s'appuyer sur autre chose que cette fausse nouvelle. Mais il faut être bien conscient que démonter, on dit débunker maintenant, c'est déboulonner, déboulonner les mythes, c'est-à-dire démonter, montrer que ça ne tient pas la route, que c'est faux, etc., puis là ça ne va pas, etc., puis il y a un contre-exemple et tout, voilà, ça ne fonctionne que pour les gens qui sont entre deux, ni pour les incroyants, ni pour les croyants. Les incroyants, ils disent, oui, évidemment. Évidemment, de toute façon c'est tellement débile, c'est même pas la peine de démontrer que c'est faux, tellement c'est débile. Et les croyants, eux, on peut essayer tout ce qu'on veut pour démontrer que leur croyance, ils devraient l'abandonner, ils la conservent, évidemment. Et les seules personnes sur lesquelles on peut avoir une petite influence, alors il faut savoir après, qu'est-ce qu'on fait réellement, mais qui peuvent être accessibles à un argumentaire, disons, de type raisonné, c'est les personnes qui se disent « je sais pas trop, en fait, j'ai entendu ça, mais ça me paraît un peu bizarre, je sais pas, j'ai envie d'y croire en gros, mais je suis pas sûr non plus. » Voilà. Là, on peut vraiment agir pour les deux autres, et c'est au milieu d'un continuum entre extrême incroyant et extrême croyant, quel que soit le sujet de la croyance, et on peut agir que sur les gens au milieu, je pense. Merci beaucoup Jean-Loïc pour vos paroles passionnantes, empreintes de sagesse et d'humanisme. Je pense qu'on va continuer la discussion, mais sous une autre forme. Oui, bonjour, je vous ai bien écouté. Vous nous avez parlé de l'Afrique, de la grande cité, et j'aurais voulu avoir votre avis, par exemple, sur un mythe ou est-ce une réalité, sur les Dogons. Je réponds, là, oui. Je vais essayer de ne pas être long, parce que les Dogons... ce qu'on connaît de la mythologie Dogon a été popularisé grâce à un livre de Marcel Griaule qui s'appelle Dieu d'eau, dans lequel Marcel Griaule raconte que, alors pour ceux qui ne connaissent pas et celles qui ne connaissent pas, Marcel Griaule c'est un ethnologue français qui est fondateur de l'ethnologie, de l'ethnologie en général. C'est la mission Dakar-Djibouti, 1936, où ils partent en Afrique, ils traversent tout le pays et ils récupèrent le maximum de trucs. Ils volent le maximum de trucs pour les mettre au musée de l'homme. Et ils passent chez les Dogons. Et à ce moment-là, c'est le début d'une très longue enquête ensuite qui va continuer chez les Dogons. Griaule, qui fait partie de cette mission, reviendra chez les Dogons, qui est un peuple donc, du Mali, qui vit dans la falaise de Bandiagara. Et là, ils trouvent, pour eux, c'est exemplaire, parce que c'est une population qui vit avec des traditions complexes et qui semble être restée complètement isolée du monde, donc un paradis pour ethnologues. Il retourne et il vit longtemps chez eux. Et puis, je schématise, mais c'est ça l'idée. Au bout d'un certain temps, il se dit, voilà, en gros, j'ai fait le tour. Donc, c'est un peu le schéma que je donnais tout à l'heure, l'anthropologue, qui va revenir chez lui, puis qui va produire un gros article ou un gros livre pour expliquer tout ce qu'il a vu aux gens qui n'ont pas eu la chance, eux, d'aller chez les Dogons. Il a appris la langue des Dogons, tout ça, donc voilà. Et il se passe, dit-il, quelque chose d'extraordinaire, c'est que il y a quelqu'un qui vient lui dire, il s'apprête à partir, grosso modo, quelqu'un vient lui dire « Ah, il y a Ogotomeli qui veut te voir. » Premièrement, qui c'est Ogotomeli? Il ne sait pas. Et Ogotomeli, c'est un vieux, aveugle, qui habite tout à fait en haut du village et qu'il n'a jamais rencontré, qu'il n'a jamais vu. Et donc il va voir Ogotomeli. Bon, il est ethnologue, donc il est curieux, il s'intéresse, il va voir tout ce qu'on lui dit. Et Ogotomeli lui dit « Ah, je t'observe depuis le début. Et j'ai bien réfléchi, et je pense que je peux te révéler, en gros, la mythologie d'Ogun. Et en, je ne sais plus si c'est 8 ou 10 jours, tous les jours, il y a une séance très longue où ils se retrouvent tous les deux, et Ogotomeli raconte
toute la cosmogonie, l'anthropogonie, toute la mythologie de Dogon à Griaule, qui note et qui publie ce livre, Diodo. Le problème, c'est qu'on sait maintenant, je ne peux pas détailler, vous voyez bien que c'est des histoires qui peuvent vite être très longues, même si elles sont intéressantes. On sait maintenant, on est absolument certain, que c'est une invention. Et que ce n'est pas une invention absolue de Griaule, c'est une invention à deux. Ogotomeli, c'était un érudit Dogon, un savant aveugle, qui, dans sa solitude, avait construit tout un système à partir de la mythologie Dogon, de ce qu'on peut appeler la mythologie Dogon. Et Griaule, par ses questions, par sa façon de l'interroger, a fait que l'autre a élaboré encore en plus, et que tous deux ont élaboré quelque chose qu'on appelle grosso modo la mythologie Dogon, telle qu'elle est racontée dans ce livre. Et donc, c'est une magnifique mythologie, extrêmement complexe, et qui a eu une grande importance dans l'histoire de l'anthropologie et de la mythologie aussi, parce que Griaule avait une idée derrière la tête, qui était de dire, quand on parle de mythologie, en Europe, en France, on pense aux Grecs. Le mot lui-même est grec, et on pense aux Grecs. Sur l'affiche, vous avez une statue grecque. On pense aux Grecs, et effectivement, les Grecs ont une mythologie très complexe. Il y a des gens qui passent leur vie qui ne voient pas le bout. Hein. Et ce qu'a voulu faire Griaule, c'est montrer qu'en Afrique, ailleurs dans le monde, particulièrement en Afrique, il y avait aussi des mythologies qui n'avaient rien à envier à la mythologie grecque par leur complexité et par leur profondeur de type philosophique, disons. Et donc c'est ça l'entreprise Griaule. Ce qui fait que maintenant, c'est devenu très difficile de parler de la mythologie Dogon. Finalement, est-ce que la théorie du Big Bang, c'est pas un mythe contemporain? Oui et non. Bon, avec ça. Alors, si je dis que les mythes, c'est des récits qui, en gros, justifient l'état présent du monde en racontant une histoire, qui fait appel à un temps immémorial, alors effectivement, dans toutes les cultures du monde, vous avez des gens dont c'est pratiquement le métier de raconter ce type d'histoire, à des moments particuliers, où on ne raconte pas des trucs olé olé, c'est des histoires qu'on écoute avec beaucoup d'attention, parce que c'est des histoires très importantes. On a eu ce type de, et parfois nous avons toujours dans nos cultures, ce type aussi de personnes qui racontent ce type de mythes. Mais, si vous pensez aux sciences qui ont du succès à la télévision, parce que apparaît dans le petit écran des personnes, souvent des hommes d'ailleurs, d'un certain âge, type un peu vieux sage, si possible avec une barbe, qui vous racontent des histoires, qui vous expliquent la cosmogonie, l'anthropogonie, c'est-à-dire la préhistoire en termes modernes, qui vous racontent en fait des histoires d'origine, que vous écoutez comme des très belles histoires, que vous êtes absolument incapable de critiquer, que vous ne pouvez, à moins d'être vous-même astrophysicien ou préhistorien et encore spécialisé, bon, vous êtes absolument incapable de prendre ces histoires autrement que comme un mythe. Et les scientifiques qui tiennent cette position-là tiennent une position de conteur de mythes, réellement, et tiennent la position, et ces histoires tiennent une position de mythe. Alors, je ne suis pas en train de dire, cependant, que le récit scientifique, c'est un mythe. Il tient la fonction de mythe dans ce cas particulier-là. Parce qu'il y a une différence de fond qu'il faut surtout pas oublier, et qu'il faut vraiment souligner, c'est que le mythe fonctionne par dévoilement, par révélation, par monstration, et que la science, le récit scientifique, fonctionne par démonstration, pas par monstration. Le mythe vous montre la vérité. Le mythe vous dévoile. Vous êtes là, vous ne savez pas pourquoi il y a des humains, pourquoi il y a le monde, etc. Et quelqu'un vous raconte une histoire, ça dure le temps de raconter l'histoire, ça y est, vous êtes initié, vous connaissez la vérité, au moins cette vérité-là.
C'est une fonction d'initiation, ça fonctionne comme ça. Ça vous dévoile une vérité qui était déjà là avant, qui sera là après, mais là, vous étiez à côté, vous, et on vous la dévoile. Tandis que la science prétend également à un type de vérité, mais je vais venir sur le fait que cette vérité est d'un ordre différent, mais pas par monstration, pas par dévoilement. Si vous voulez vraiment faire de la science, c'est de la démonstration. Et si vous n'êtes pas d'accord avec un récit tenu par un scientifique, vous avez le droit. Au contraire, c'est même très bien, parce que c'est ça la science, c'est comme ça que ça marche. C'est recommandé de ne pas être d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord, il faut assurer derrière. C'est-à-dire qu'après, il faut prendre les moyens de démontrer que l'autre se trompe. Vous savez, cette plaisanterie qui dit qu'un scientifique, c'est quelqu'un dont le métier est de passer tout son temps à essayer de prouver que ses collègues se trompent. Ben, c'est vrai, c'est ça, hein, vraiment. C'est ce que Popper a dit en termes beaucoup plus choisis épistémologiquement, mais c'est exactement ça. Et là, vous avez deux types de vérités. Vous avez la vérité mythique, qui existe une fois pour toutes, que vous ne pouvez pas remettre en cause, vous, petit humain de rien du tout. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, alors je ne suis pas trop d'accord. En grosso modo, oui, mais alors sur ces détails, non, pas vraiment, parce que là, le Dieu, je trouve que... Non, jamais de la vie. C'est une révélation. Là, on ne vous demande pas du tout votre avis, là. C'est comme ça, vous prenez le package. Bon. Et si c'est une religion, vous prenez les rites qui vont avec et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Si c'est un récit de type scientifique, c'est aussi une vérité, mais elle est modifiable. Vous avez une vérité qui n'est absolument pas modifiable, ou qui se modifie avec le temps, avec les erreurs, etc. Mais par essence, elle est sacrée, non modifiable, et une autre vérité qui, par essence, doit être modifiée. Donc c'est différent. Le préambule, où, voilà, c'est en l'état actuel des connaissances scientifiques, on peut affirmer que, voilà, jusqu'au jour où, comme le disait Popper, on peut réfuter la théorie. Et... Oui, bonsoir. Peut-il y avoir une similitude ou bien vraiment une différence entre le mythe et la légende? Alors, il est coutume de distinguer mythe, conte, légende. Moi, je ne les distingue pas dans la vie pratique, oui. Bon. Et effectivement, si on veut distinguer, on peut. Et pour distinguer, on peut dire, par exemple, que les personnages qui interviennent dans les mythes, c'est souvent de type divinité ou esprit ou être infiniment supérieur. Des humains aussi, bien sûr, mais pas forcément d'ailleurs. Hein, ils peuvent être complètement absents, les humains. Bon. Forcément, avant leur création, tout ce qui se passe avant, ils ne sont pas là. Bon. Donc ça, on voit bien que ça fait un type de récit. Et après, vous avez un autre type de récit où il y a des humains qui interviennent. Et ça se passe... alors, le mythe se passe dans un temps immémorial, tellement lointain qu'il n'y a aucune idée sur cette époque-là. Hein, comme je disais, au temps où les pierres étaient molles, au temps où les animaux parlaient. Donc, quand c'était ça, c'est sans doute vieux. Bon. Et le conte, lui, il dit « il était une fois », grosso modo, il y a beaucoup d'autres formules pour commencer un conte, mais c'en est une, qui vous dit bien que c'est pas si loin que ça, en fait. C'est pas le temps du mythe, in illo tempore, dans un temps tellement lointain qu'on ne sait plus lequel c'est. Il y a des châteaux, par exemple, on peut connecter ça à quelque chose, on voit à peu près un temps ancien, mais il n'est pas précisé non plus. Et les gens qui interviennent là-dedans, c'est une princesse, un roi, comment il s'appelle ? Je sais pas. Le château, il est où le château ? Oh, je ne sais pas. Bon, voilà. Vous voyez bien que c'est des récits qui ont l'air assez précis comme ça, mais qui en fait sont très flous. Et donc ça, c'est ce qu'on donne comme... Et puis les dieux n'interviennent pas là-dedans. Il peut y avoir des fées, il peut y avoir des sous-dieux, si vous voulez, hein, ou des sous-déesses, hein, qui peuvent être des survivances d'anciens dieux et d'anciennes déesses. Et puis la légende, c'est la même chose que le conte, mais localisé. On vous dit, attention là, ça s'est passé ici. Là, parce que le menhir, là, que vous voyez, là, en fait, c'est une dépâture de Gargantua, parce que Gargantua, il allait de là, vous voyez, là, ici, là-bas, vous voyez, hein, bon, voilà, il partait de là, et il allait, vous voyez, la butte, là, et là, le menhir ici, c'est que il a eu un caillou dans sa botte, il a tiré sa botte, il a fait comme ça, plof, le caillou est tombé, c'est le menhir qu'on appelle, là, depuis, bon, la manche de Gargantua, etc. Donc, des récits comme ça, c'est là que ça se passe. Bon. Alors, on peut se dire, bah oui, effectivement, il y a des différences, c'est assez facile de voir que c'est différent. Sauf que, la légende de type Gargantua, vous en connaissez forcément, hein, des légendes comme ça. On appelle ça légende, évidemment, parce que c'est localisé. Sauf que
Les gens, ils vous disent là, c'est le menhir, là, voilà, ça explique la présence de ce menhir. Mais la commune d'à côté, s'il y a un menhir, il y a beaucoup de chances pour qu'on vous raconte la même histoire ou une variante. Et en fait, c'est dans toute l'Europe. On vous dit, c'est là que ça s'est passé. C'est là que, et puis on raconte un événement, que la jeune fille poursuivie par son père qui voulait commettre l'inceste, Oresco Referens, voilà, elle a couru vers la falaise, et là elle a sauté, elle s'est transformée en cerf ou en blanche biche, etc. On va raconter une histoire comme ça. C'est là, on vous montre l'endroit, et il y a le pas même sur la roche, l'empreinte du pied de la jeune fille au moment où elle a sauté. Bon alors, hein, c'est bien la preuve que, bon, voilà. Mais ça se raconte dans toute l'Europe. Et donc les légendes localisées, c'est ce qu'on a appelé des légendes migratoires, en fait. C'est des légendes qui se localisent. En réalité, c'est des contes, c'est des récits qui sont, pour X raisons, peut-être pas trop le temps d'en parler, mais se localisent, s'agrippent à des éléments du paysage, parce que c'est ce que quelqu'un qui a beaucoup étudié ça et qui s'appelait Henri Fromage appelait les plans d'occupation mythique des sols. On sait... Alors, on a oublié ça pour notre culture, en fait. On le sait souvent quand on s'intéresse un peu à ces questions pour d'autres cultures. Par exemple, ceux qui s'intéressent aux aborigènes savent que les aborigènes d'Australie vivent dans un paysage qui est complètement peuplé de mythes. Tout remonte au temps du rêve, mais chaque détail du paysage se réfère à un événement du mythe. Les pistes elles-mêmes, c'est les pistes qu'ont employées les êtres, qu'ont suivi les êtres mythiques au temps primordial, etc. Et tout ça est à la fois du passé mythique et complètement vivant maintenant. Et vous avez un paysage qui est entièrement rendu plein de sens à cause du mythe. Bon, ça, on dit, c'est les aborigènes, parce que eux, le temps du rêve, tout ça, c'est quand même un peu spécial, hein, les aborigènes, il faut reconnaître. Quoi. Mais non, c'est partout dans le monde. Sauf que chez nous, c'était comme ça, le plan d'occupation mythique des sols, sauf qu'il y a eu d'autres plans d'occupation des sols qui sont survenus depuis, qui font qu'on a un petit peu oublié ces choses-là. Oui, bonsoir. Deux petites réflexions. Par exemple, vous parliez par exemple, de ce manque de relations dans certaines mythologies qui parfois se rencontraient frontalement, mais on a pu constater, par exemple, qu'il y avait des appropriations, ce qu'on appelle l'acculturation. Donc, par exemple, est-ce que c'est obligatoirement, là c'est un peu une petite remarque, mais c'est cette acculturation, quand on voit par exemple les mythes anciens d'Amérique, où on intègre Jésus, mais on le travestit, la Malinche, qui est quand même une histoire un peu à la fois chrétienne, mais aussi pas tout ça. Donc ça, c'est déjà une première remarque. Et puis la deuxième, c'est est-ce que on n'a pas un besoin d'irrationnel d'une certaine façon? Parce que par exemple, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a beaucoup été diffusé sur Internet, qui a beaucoup fonctionné sur les réseaux, c'est ce qu'on appelle les creepypastas. C'est-à-dire les creepypastas, c'est-à-dire ces récits qui sont un peu comme les histoires qu'on raconte au coin du feu, qui sont un peu fausses, mais qui se transmettent. Et par exemple, il y a des creepypastas qui expliquent qu'il y a un grand bonhomme tout mince, en costume noir, blanc, avec une cravate, et qui s'appelle le Slenderman, par exemple. Et il y a toute cette mythologie qui se transmet, ces mythes qui se transmettent. Il y a aussi ce qu'on appelle la fondation SCP, avec des monstres tellement impossibles que ça joue un peu sur ces peurs, sur cet irrationnel. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans ce besoin de se dire, bon, on arrive à peu près, comme on disait tout à l'heure, à maîtriser les choses, même si on est toujours en constante évolution, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit besoin, malgré tout, de se dire, il faut une part de mystère pour qu'on continue à essayer de se donner cette envie de chercher? Alors oui, effectivement, là, les mythes contemporains, notamment qui fonctionnent beaucoup chez les ados, il y en a énormément, qui sont des récits qui ont parfois une très haute antiquité, comme celui de la Dame Blanche, par exemple, l'autostoppeur fantôme, etc., qui sont des récits hyper contemporains, racontés comme vrais, donc qui sont vraiment là des mythes, hein, au sens fort du terme, et qui ont une très haute antiquité, parce que par exemple la plus ancienne version de l'autostoppeur fantôme que je connaisse, elle est dans la Bible. Et donc voilà, il y a une histoire qui se raconte comme vraie depuis, au moins depuis la Bible, à mon avis depuis bien avant. Voilà. Donc effectivement, on ne peut que le constater, c'est comme ça, voilà. Et du coup, moi, je ne sais pas dire si, parce que vous avez dit, est-ce qu'il faut, moi je ne sais pas s'il faut, je constate simplement qu'il faut et on a besoin.
J'en sais rien du tout, personnellement, mais je constate que oui, de toute façon, nous sommes des êtres irrationnels, qu'il le faille ou non, je dirais, et qu'on lutte contre ou non, nous sommes de toute manière des êtres irrationnels. Et que le mythe, peut-être un des mythes, parce qu'il y en a d'autres, un des mythes les plus terribles qu'on puisse propager, c'est le mythe selon lequel on pourrait se débarrasser des mythes. Oui, D'autres bonsoir. questions ? Vous parliez tout à l'heure de mythes contemporains avec Maître Gims, par exemple. On a un mot qui est très à la mode en ce moment, c'est le complotisme. On a une poignée d'individus toujours avec plein d'arguments qui vont nous raconter qu'on n'a pas marché sur la Lune, que le World Trade Center, c'est un complot de l'État, etc. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces récits ? Moi, je n'emploie pas le terme... On parle souvent de théorie du complot. Hein, moi, je n'emploie pas cette expression parce que pour moi, c'est des mythes. C'est un type de mythe particulier, le complot, tout simplement. Qui a une histoire longue, hein, ça ne vient pas d'apparaître, hein, c'est une histoire très longue. Et c'est un exemple parmi d'autres de mythe, c'est un type de mythe. Voilà. Il y a une mythologie du complot. Voilà. Bon. Mais pour moi, c'est pas parler de théorie du complot, c'est... On peut, évidemment, quoi. C'est ce qui se fait généralement. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moyen de prendre... C'est pas forcément le bon bout, parce que c'est raté peut-être justement le côté mythique des choses, c'est-à-dire le fait que c'est une explication du monde. C'est pas... On peut dire, ouais, c'est des gens qui se trompent. Ils n'ont pas tout compris, quoi. Hein, ou ils ne savent pas, donc on va leur expliquer, puis ils vont changer d'avis. Ben non. Et s'ils ne changent pas d'avis, c'est bien parce que ce n'est pas une théorie. C'est parce que c'est un mythe. On revient à la discussion de tout à l'heure, en fait, sur les récits de vérité, sur les croyants, les non-croyants, et la méthodologie qui a été proposée par Jean-Loïc. Et après, dans le cadre, par exemple, puisqu'on a cité l'exemple de, j'ai rien contre lui, hein, évidemment, contre Maître Gims, là, on voit bien comment ça fonctionne, parce que dans son discours, c'est un discours qui dure très peu de temps, c'est quelques minutes, hein, il parle des pyramides, de l'électricité, etc. Il enchaîne en disant il faut connaître son histoire, nous, les Africains. Les historiens le savent, tout ça, et voilà, ils ne le disent pas. Et donc, on voit très bien comment c'est très facile de passer, d'élargir une vision mythique extrêmement réduite qui touche l'Égypte antique et tout, bon, on peut complètement s'en fiche aussi, à quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus inquiétant, du coup, et de beaucoup plus contemporain, qui est « on nous cache tout ». Il y a des gens qui savent des trucs qui sont hyper importants, qu'il faudrait que tout le monde sache, on nous les cache. Voilà. Et qui les cache, évidemment. Et là, on a cette mythologie du complot qui se développe très vite, à partir de petits mythes qui peuvent être compris comme un peu inoffensifs. Enfin, voilà, les gens pensent ce qu'ils veulent, finalement. Hein. On peut se dire, bon, s'ils croient ça, ils font bonne balle. Hein. Bon, voilà. Il y a une pente possible vers des choses qui peuvent être très vite beaucoup plus inquiétantes. Alors, moi, je ne sais pas si... Déjà, je suis une fille, parce qu'il y a eu beaucoup de garçons. Je me posais la question, et notamment au moment du tsunami. Donc, je me suis posé cette question de la... On parlait de déluge ou de submersion ou d'immersion, enfin d'être submergé par les eaux. Et je me suis dit, bon, comment ça vient ? Est-ce qu'on peut imaginer que, alors peut-être c'était pas quand les pierres étaient molles, mais peut-être elles étaient demi-dures, je ne sais pas, mais que par exemple, parce que là on a une vision, nous, de par le recueil de la parole ou des transcriptions de ces différents mythes, on a une vision très, très large à notre époque, mais je ne sais pas, dans un village où on a vécu un tsunami, dans un village où on a perdu la moitié de sa communauté, oui. On l'a raconté aux survivants, et puis qui l'ont raconté les générations après. Et je me suis dit, est-ce que ça peut naître comme ça aussi, oui. Forcément d'une petite communauté, puisqu'on n'avait pas la notion d'une vision du monde. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est intéressant, mais... Oui, tout à fait. On peut, si on remonte dans le temps, on se réfère forcément à un moment donné où les communautés humaines n'étaient pas sans contact, mais quand même séparées.
Voilà, effectivement. Enfin, ou en tout cas, il y avait des petits groupes isolés qui pouvaient avoir des contacts, évidemment, c'est avéré qu'il y avait des contacts, mais des petits groupes isolés, et effectivement, une catastrophe locale, et il y en a eu, peut éradiquer complètement tout un groupe, voilà, et il peut y avoir des survivants, et ça peut être l'origine, effectivement, d'un récit, d'un type de récit de catastrophe. Pas d'un récit de type diluvial. Il y a beaucoup de géologues, par exemple, qui ont essayé de prouver. Alors, il y a plusieurs types. Il y a des géologues chrétiens, par exemple, qui ont essayé de prouver la véracité du déluge biblique. Évidemment, ça les intéresse. Si on peut prouver que c'est vrai, c'est quand même mieux. Par la géologie. Et puis, il y en a qui sont pas chrétiens du tout, et qui ont essayé de faire aussi la même chose en disant mais tout ça c'est quelque chose qui est né d'un événement réel qui a été tellement marquant que de génération en génération ça s'est transmis jusqu'à nos jours. Et donc notamment il y a plein d'hypothèses qui ont été émises, notamment celle d'une rupture d'un espèce de barrage naturel au niveau de la mer Noire qui aurait cédé, et c'est avéré du point de vue géologique. Et on a pu numériser, virtuellement, reconstituer ce qui s'est passé avec les niveaux, etc. Et ça fait une énorme inondation. Voilà. Et donc, possiblement, effectivement, des tas de gens, des villages entiers ont pu disparaître, etc. Alors, oui. Et vous avez en France, par exemple, tous les récits de villages engloutis, dont une partie parle de villages réellement engloutis. Quand on assèche ou à grande marée, on peut voir des traces, etc. Donc il y a une véracité, mais tout simplement parce que le mythe ne se construit pas sur de l'imaginaire absolu. Et le mythe, il préexiste à ces événements. Ces événements les réactivent. C'est exactement le cas de la légende migratoire. C'est-à-dire la légende, si elle est connue, par exemple, dans toute l'Europe, elle est extrêmement répandue, mais s'il y a un menhir là qui est tellement marquant et tellement qui fait une telle marque dans le paysage, là on va le raconter pour celui-là. C'est pas la présence du menhir qui explique l'histoire puisqu'on la trouve ailleurs. C'est pareil pour les récits diluviaux. L'accident, le tsunami ou l'énorme accident qui a fait disparaître le village à tel endroit au néolithique, oui, peut-être, il faut bien expliquer comment ça explique qu'il y a des récits diluviaux en Amazonie. Donc ça n'explique pas le déluge, aucun déluge. Et aucun mythe ne s'explique. C'est du réductionnisme pour moi, ça. Ça n'explique pas. Tout ce que ça peut expliquer, c'est la réactivation d'un mythe. Il se passe quelque chose qui fait que quelque chose, un récit qui avait été peut-être oublié dans la culture, mais qui était là, redevient actuel. C'est ce qu'on appelle l'actualisation. Mais ça fonctionne pareil, je sais pas, pour la Sainte Vierge. Si vous avez en sortant là, vous avez une vision de la Sainte Vierge, ça peut arriver, c'est arrivé à des gens, donc ça peut arriver. Bon. Vous avez une vision de la Sainte Vierge, ça n'explique pas la Sainte Vierge. Elle préexiste, la Sainte Vierge. C'est simplement qu'il y a dans votre culture quelque chose qui existe, des récits qui parlent de la Sainte Vierge. Bon. J'aurais pu prendre un autre exemple, mais c'est rigolo. Et vous pouvez vivre un événement, c'est ce que les anthropologues appellent le vécu mythique. Vous pouvez vivre un événement qui, pour vous, est tellement marquant qu'il faut absolument le verbaliser, dire des trucs, expliquer, parce que c'est un truc, il vous est arrivé quelque chose, vous ne savez pas trop quoi, et vous allez mettre un nom dessus, ça peut être « j'ai vu la Sainte Vierge ». Mais le même phénomène peut-être des phosphènes que vous avez eu pour X raisons à l'intérieur de vos yeux, tout simplement, ou peut-être une nuée au-dessus d'un petit lac ailleurs. Évidemment que les Bororos d'Amazonie voient aussi beaucoup de choses de ce genre, mais eux, ils n'appellent pas ça la Sainte Vierge, ils ont d'autres noms parce que la Sainte Vierge, elle n'existe pas dans leur mythologie. Voilà. C'est exactement pareil. Les mythes, ils sont présents comme ça dans les cultures, ils peuvent disparaître complètement, c'est sûr, mais il y en a beaucoup qui sont un peu à l'état de latence comme ça et qui peuvent être réactivés par un événement qui peut être personnel, à ce moment-là c'est du vécu mythique, et qui peut prendre une valeur collective s'il y a par exemple, si on vous croit que vous avez vu la Sainte Vierge, qu'il y a des gens qui rigolent pas et qui disent oh là là, et que d'un seul coup, il va y avoir un pèlerinage peut-être, et que d'un seul coup on va mettre une statue, et d'un seul coup ça devient quelque chose qui n'est plus du tout collectif.
Ça fonctionne comme ça. Donc merci à vous tous de votre participation. Merci beaucoup à Jean-Loïc. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à Jean-Loïc pour son érudition, la clarté de ses propos. Et merci à Valérie d'avoir su amorcer le débat. À une prochaine fois, j'espère.